dans un style direct dans les échanges et comme intro, bienvenue dans le 23e épisode de la série Ils ont prédit le futur de Block News. Bonjour à toutes et à tous. Prenons un instant pour planter le décor. De manière très factuelle, on est à Shanghai en janvier 2026. Mhm. Et l'observation porte sur une adolescente assise dans sa chambre, les yeux fixés sur l'écran lumineux de son téléphone, avec le pouce qui balaye l'écran de bas en haut. Une scène hyper banale, en somme. Ouais, totalement banal. Sauf que cette session dure très exactement 73 minutes. Et dans ce laps de temps précis, la cadence est mécanique, puisqu'elle va consommer 260 vidéos. Ah ouais, quand même. 260. C'est ça, on parle de clips ultra courts, qui vont de 8 à 15 secondes maximum. Et le résultat mesuré à la fin de cette session par les sources, il est clinique. La privation de sommeil est amorcée et surtout l'attention est profondément, littéralement fragmentée. Et le plus troublant quand on examine ces données, c'est pas le temps passé devant l'écran en soi, c'est vraiment la cadence de cette consommation. La répétition, quoi. Exactement. Le cerveau humain se retrouve soumis à un rythme de stimuli tellement intense, tellement séquentiel, qu'il perd en fait la capacité de traiter l'information de manière linéaire. L'attention n'est plus simplement captée, elle est découpée en tranches de quelques secondes par une architecture numérique hyper spécifique. Et la preuve formelle existe que cette architecture n'est en rien accidentelle. En octobre 2024, il s'est produit une erreur judiciaire assez incroyable dans le Kentucky. Ah oui, l'histoire du caviardage, c'est fou ça. C'est carrément fou. Lors d'une procédure impliquant ByteDance, des avocats ont mal appliqué le caviardage sur un document PDF. Oups. En gros, les barres noires placées pour cacher des informations confidentielles, elles pouvaient simplement être contournées par un petit copier-coller. L'erreur bête, mais aux conséquences énormes. Exactement. Ça a exposé au grand jour 30 pages de mémo internes et ces fuites, elles révèlent une mathématique redoutable. L'entreprise avait mené des recherches scientifiques très poussées pour identifier le point de bascule exact de la compulsion humaine. C'est-à-dire qu'il cherchait le seuil précis pour qu'un utilisateur ne puisse littéralement plus s'arrêter de regarder. Voilà. Et ce seuil, selon leurs propres ingénieurs, c'est très exactement 260 vidéos d'affilée consommées en 35 minutes environ. Et ces mêmes documents internes vont d'ailleurs beaucoup plus loin dans le diagnostic. L'entreprise y corrèle directement cette fréquence frénétique avec une altération mesurable de plusieurs fonctions cognitives majeures. C'est pas juste une fatigue passagère, donc. Non, pas du tout. Les rapports pointent une perte des capacités analytiques, une difficulté croissante à former de nouveaux souvenirs à court terme, l'effritement de la pensée contextuelle et une baisse claire de l'empathie. Waouh! Le tout accompagné de pics d'anxiété. Et ce n'était pas une supposition extérieure, c'était un fait chiffré et acté en interne. Bon, décortiquons tout ça. Car l'objectif de notre exploration d'aujourd'hui, c'est pas simplement de revisiter une fuite de documents de 2024. Bien sûr. Il s'agit de comprendre comment la mécanique exacte de cette fragmentation de l'esprit, ce piratage par l'attention, a été pensée et cartographiée dans ses moindres détails. Et pas par un développeur de la Silicon Valley, c'est ça qui est dingue. Non, par quelqu'un il y a plus de 70 ans, en 1953 très exactement. L'auteur s'appelle Alfred Bester et le roman en question, c'est L'homme démoli. Un classique même s'il est souvent oublié. La question centrale, elle est vertigineuse. Comment un écrivain des années 50 a-t-il pu théoriser avec une telle précision mathématique la société de la transparence totale dans laquelle on évolue aujourd'hui ? Pour le comprendre, il faut d'abord regarder l'homme derrière le livre. Alfred Bester, c'est une anomalie fascinante dans le paysage littéraire. C'est clair. Il a remporté le tout premier Hugo Award lors de la création du prix en 1953. Et la Science Fiction Writers of America l'a nommé Grand Master à la fin de sa vie. Une vraie pointure, quoi. Absolument. Mais contrairement à d'autres géants de la SF de son époque, qui venaient souvent des sciences dures ou de l'ingénierie, Bester était un artiste du monde des médias. D'accord. Il gagnait sa vie comme dramaturge et comme scénariste pour la radio et la télévision, qui étaient encore balbutiantes. Ah, mais c'est un détail fondamental, je trouve. Il travaillait au cœur même de la machine médiatique naissante, à une époque où on inventait, en fait, la publicité de masse. Exactement. Il évoluait dans les studios où l'on créait les jingles accrocheurs, les feuilletons radiophoniques quotidiens. Tout ce qui retient l'attention. C'est ça. Les formats courts, conçus pour retenir le public cible coûte que coûte. Il comprenait de l'intérieur comment le son et l'image télévisée pouvaient être utilisés pour capter la psyché des masses. Il savait comment modeler un stimulus pour qu'il s'infiltre dans le cerveau de millions d'auditeurs simultanément. Tout à fait.
Et pourtant, quand on discute de dystopie aujourd'hui, le nom de Bester n'apparaît presque jamais. Je suis hyper surprise par ça. Le réflexe absolu, c'est citer George Orwell. Ah ouais, 1984, Big Brother, incontournable. On voit des références à 1984 partout dès qu'il est question de surveillance. Mais Bester, avec son analyse pourtant beaucoup plus proche de nos usages actuels, il est complètement relégué aux oubliettes de la pop culture. C'est un peu comme préférer accuser un cambrioleur extérieur extrêmement menaçant d'avoir fracturé la maison, plutôt que d'admettre qu'on a soi-même laissé la porte d'entrée grande ouverte en invitant les voleurs à s'installer sur le canapé du salon. Non. C'est une excellente métaphore. Ce qui est fascinant ici, c'est cette mécanique d'évitement. Ce que certains analystes appellent une forme de nécessité psychologique, en fait. Comment ça, une nécessité psychologique ? Eh bien, Orwell propose une dystopie terrifiante, certes, mais qui est psychologiquement confortable. Confortable. Oui, dans le sens où, dans 1984, la surveillance est imposée par un dictateur, à travers la violence, la torture, la coercition physique. L'individu est juste une victime innocente sous le joug d'un oppresseur indéniable. Le méchant est facile à identifier, en gros. C'est ça. Bester, au contraire, est profondément dérangeant parce qu'il décrit une société de surveillance totale, d'évaluation permanente, que la population construit avec enthousiasme et embrasse de son plein gré. Ah oui, c'est beaucoup plus proche de la réalité. Complètement. C'est un système de contrôle participatif, ce qui rend l'identification de l'ennemi beaucoup plus épineuse, puisque le système, c'est l'individu lui-même. Pour comprendre comment ce système participatif fonctionne chez Bester, il faut vraiment se pencher sur l'organisation sociale brillante qu'il imagine pour le XXIe siècle. Le monde entier y est régenté par une élite de télépathes qui sont structurés au sein de la redoutable guilde des experts. Les experts, oui. L'humanité est littéralement classée selon son degré de transparence et sa capacité à lire l'autre. Et cette classification est impitoyable, faut le dire. Bester imagine un système de caste pyramidale. Tout en bas, on a la classe 3. C'est-à-dire ? Ce sont des télépathes mineurs qui n'ont accès qu'à l'écume des pensées. Ils ne captent que le babillage de surface, les préoccupations immédiates ou les petites émotions fugaces de leurs interlocuteurs. Le quotidien, quoi. Voilà. Ils sont relégués aux tâches de secrétariat ou d'assistance et filtrent les appels téléphoniques avant même qu'ils ne sonnent. Au niveau intermédiaire, on trouve la classe 2. Ceux-là sont plus puissants. Oui, ces experts-là peuvent plonger dans le subconscient, extraire des mémoires enfouies et déchiffrer les schémas psychologiques complexes. Ils forment en quelque sorte la bourgeoisie de ce monde, les cadres, les avocats, les médecins. Avant d'arriver au sommet absolu, l'élite intouchable. La classe 1. Ces télépathes extrêmement rares ont un accès illimité et instantané à l'intégralité de l'esprit humain. Ouch. Pulsions primaires, secrets les plus sombres, fantasmes inavouables, rien ne leur échappe. Et ils dirigent le monde politiquement et judiciairement. C'est terrifiant. Mais la clé de voûte de l'ordre imposé par la guilde, c'est le châtiment prévu pour ceux qui refusent les règles de la transparence. Ah oui, les ostracisés. Exactement. La pire chose qui puisse arriver dans cette société, c'est d'être destitué et de devenir un ostracisé. Bester illustre ça avec un personnage, Jerry Church, qui perd tout statut. Il va en prison. Non, il n'est pas emprisonné physiquement, mais il subit une mort sociale totale. Il erre à la périphérie du monde, exclu des interactions significatives, incapable d'exister dans les esprits des autres. Voici où ça devient vraiment intéressant. L'objectif ultime de cette guilde dans le texte, c'est d'établir une civilisation 100% télépathique. Un monde sans aucune ombre, où tout le monde lit tout le monde en permanence. Et mettons cette notion face au rapport Influencer Marketing Hub, publié pour les années 2025-2026, l'industrie de l'attention et de la création de contenu pèse désormais 32,5 milliards de dollars. C'est colossal. Énorme. Et l'architecture de cette économie n'est rien de moins qu'un copier-coller du système des experts. La similarité structurelle est saisissante, oui. Le rapport documente l'existence d'une classe de nano-influenceurs, des créateurs ayant entre 1000 et 10 000 abonnés. L'équivalent de la classe 3, en somme. Exactement. Ce sont eux qui détiennent paradoxalement le taux d'engagement le plus fort du marché, autour de 15%. C'est l'équivalent direct des experts de classe 3, car leur attrait réside dans l'impression de familiarité, l'accès à leurs pensées quotidiennes de surface, leurs petites galères. Ce qui crée une illusion d'intimité totale avec le public. Tout juste. Ensuite, le marché s'élève vers les micro-influenceurs pour culminer avec les macro-influenceurs et leurs millions d'abonnés. La classe 1. Parfaitement, l'équivalent de la classe 1, qui polarise l'attention globale et fixe les standards culturels. Et
La statistique centrale de ce rapport 2025, c'est le changement de paradigme dans l'évaluation de ses créateurs. C'est-à-dire? Eh bien, 73% des marques et des algorithmes ont arrêté de juger la valeur d'une personne sur le simple volume d'abonnés. Ah, ce n'est plus la quantité qui prime. Non, désormais le seul critère qui compte, c'est la qualité de l'engagement. C'est-à-dire la capacité d'un individu à captiver le cerveau de son audience, à retenir l'attention seconde après seconde. C'est une mesure invisible, constante, une moisson ininterrompue de notre temps cognitif. Si on relie cela à une vue d'ensemble, la mécanique fondamentale liant le roman et notre réalité devient évidente. Totalement. Il s'agit d'un système de rating, un processus de notation continue, qu'il soit imposé par la hiérarchie d'une guilde de télépathes omniscients ou par un algorithme d'engagement en temps réel, le résultat sociologique reste identique. Le score invisible dont on parlait, Voilà. La valeur marchande d'un individu, son intégration professionnelle et sa viabilité au sein de la société sont dictées par un score opaque. Et faire le choix de disparaître de ces plateformes ou voir son engagement s'effondrer, ça revient ni plus ni moins à subir la sentence du personnage de Jerry Church. l'ostracisation pure et simple. C'est ça. L'invisibilité totale dans un monde obsédé par le regard des autres. Toute la question est alors de savoir comment maintenir cette attention frénétique pour que le score continue d'être calculé. Comment la plateforme ou la guilde, dans le livre, s'assure-t-elle de notre docilité permanente? Et c'est là que l'analyse des textes révèle le parallèle le plus spectaculaire, je trouve. Bester a imaginé un mécanisme cognitif précis pour paralyser la pensée humaine. Le fameux jingle. Oui. Dans son récit, le personnage principal, un puissant homme d'affaires nommé Ben Reich, décide de commettre l'acte impensable dans une société télépathique. Un meurtre prémédité. Le problème, évidemment, c'est qu'il sera démasqué avant même d'avoir agi si un expert lit son intention. Exactement. Et donc, pour protéger son esprit, Reich doit trouver un moyen de brouiller les ondes, de créer un bouclier cognitif impénétrable. Il engage un compositeur spécialisé pour lui fabriquer un jingle mental. Une ritournelle. Oui, une ritournelle musicale courte, hyper accrocheuse, conçue pour tourner en boucle sans jamais s'arrêter. Et ça donne cette espèce de comptine absurde en anglais. Tensor said the tensor, tension, apprehension and dissension have begun. Des mots qui s'enchaînent dans une boucle sonore parfaite. Et Reich va s'imposer de chanter intérieurement ce jingle de manière frénétique. L'effet recherché n'est pas musical, il est vraiment neurologique. Comment ça? La répétition constante et rapide de ce stimulus crée un véritable mur de bruit blanc à l'intérieur du crâne. La bande passante du cerveau est totalement saturée par cette phrase courte. L'esprit ne peut plus formuler de pensées complexes, la logique est anesthésiée. Et les télépathes n'y voient que du feu? C'est ça. La télépathie se heurte à un esprit entièrement occupé à consommer une boucle infinie. Quand on superpose ce jingle mental avec la mécanique des algorithmes actuels, la correspondance est glaçante. Ah, complètement. Les vidéos de 8 à 15 secondes qui s'enchaînent à l'infini, elles remplissent très exactement la fonction de cette ritournelle. Une boucle courte, répétitive, qui accapare tout l'espace mental. Et la science le confirme en plus. Les études neurocognitives les plus récentes de 2025, qui sont parues dans les revues médicales Cureus et Sage Journals, détaillent la mécanique avec une précision chirurgicale. Que disent ces études concrètement? Lors du défilement ininterrompu de ces formats courts, le cerveau enregistre des pics massifs de libération de dopamine qui se traduisent par une hyperactivité des ondes gamma à hauteur de 62%. 62%. Oui, pour schématiser, les ondes gamma, c'est l'équivalent cérébral du gain à la machine à sous. C'est le frisson impulsif de la récompense immédiate. Mais alors, où est le danger si c'est juste de la dopamine? Eh bien, c'est là que l'observation clinique devient critique. L'étude met en parallèle cette explosion des ondes gamma avec l'effondrement simultané d'une autre zone d'activité, à savoir les ondes bêta. D'accord. Après 2 heures d'exposition à ce défilement court, la variabilité des ondes bêta s'effondre de 35%. Et à quoi elles servent ces ondes bêta? Il est fondamental de comprendre leur rôle. Elles constituent le frein à main neurologique de notre esprit. C'est l'activité liée au contrôle des impulsions, à la pensée contextuelle et analytique de haut niveau. Donc on perd notre self-control. Exactement. Lorsque les ondes bêta chutent, la capacité de l'individu à dire stop, à lever les yeux de l'écran ou à évaluer de manière critique ce qu'il regarde disparaît presque totalement. L'esprit est piégé dans la boucle. Attends. Il y a une différence fondamentale de paradigme ici qu'il faut aborder frontalement. Laquelle? Dans la diégèse du roman, Ben Reich, il choisit sciemment de réciter ce jingle. C'est un acte défensif de sa part. Il utilise cette arme pour se protéger contre l'intrusion des experts, pour préserver un secret intime à l'abri du système. C'est juste.
Comment est-ce qu'on peut alors affirmer que c'est l'équivalent d'un algorithme de plateforme, qui à l'inverse une ingénierie extérieure et offensive, conçue explicitement pour s'infiltrer et piller notre temps de cerveau disponible? Le sens de l'action est complètement inversé, non? C'est une excellente remarque. C'est une distraction primordiale sur le plan moral, en effet. Cependant, l'analyse comparative s'attache à la mécanique pure. À la mécanique. Oui, et sur le strict plan de l'impact neurologique, la trajectoire s'avère indifférente. La mécanique neurologique se moque bien de l'intention de départ, en fait. D'accord, je vois. Que l'utilisateur choisisse consciemment de s'abrutir avec une ritournelle pour bloquer une pensée, ou qu'une plateforme le soumette à une cadence de 260 vidéos pour empêcher la pensée analytique d'émerger, le résultat est le même. L'état d'écrasement final de la conscience autonome est rigoureusement identique. Le brouillard cognitif est le même, peu importe qui l'a déclenché. Exactement. Dans les deux cas de figure, la succession ininterrompue d'informations courtes court-circuite la faculté de recul de l'individu. Le jingle et l'algorithme génèrent le même brouillard cognitif qui annihile le libre arbitre intellectuel de l'instant. Ce blocage de l'esprit, ça nous amène à la dimension la plus vertigineuse de l'exploration de ces textes, celle de l'assentiment total à la disparition de notre propre intimité. Mhm. Dans l'univers décrit par Bester, la tragédie, elle se limite pas à un meurtre. Elle réside dans l'incapacité systémique à posséder un secret ou une pensée subversive. Tout ce qui n'est pas lu immédiatement finit par être catalogué. Cette disparition volontaire de l'espace privé, ça évoque directement le concept du panoptique, qui a été pensé par le philosophe Michel Foucault. Comment on pourrait illustrer ça simplement? Eh bien, quand on imagine une structure carcérale circulaire, au centre, il y a une tour de garde avec des vitres opaques et tout autour, des cellules parfaitement éclairées. Donc les détenus sont toujours visibles. C'est ça. Les détenus savent que le gardien au centre peut les voir à n'importe quel moment, mais ils ne peuvent jamais savoir s'ils sont observés à un instant T précis. L'incertitude totale. Voilà. Et la conséquence psychologique est immédiate. Dans l'incertitude constante d'être surveillé, le prisonnier finit par intérioriser le gardien. Il modifie son comportement, il s'autodiscipline en permanence au point que la présence réelle du gardien devient complètement superflue. Le parallèle avec notre vie quotidienne, il est juste frappant. Il suffit d'observer les mécanismes d'autocensure dictés par la transparence numérique de 2026. Oh que oui. Par exemple, l'acte de prendre un repas au restaurant, c'est plus une expérience intime bien souvent, c'est la création mentale préalable d'un cadrage visuel destiné à être observé par autrui. Tout à fait. C'est aussi la décision de supprimer une publication simplement parce qu'elle n'a pas atteint un seuil de like dans ses 10 premières minutes. La notion d'identité intime, elle se dissout peu à peu pour devenir une performance continuelle. Et lorsque l'existence se transforme intégralement au contenu évaluable par une machine ou par les pairs, comme c'est le cas pour un créateur hyper connecté, la distinction même entre qui on est et l'image que l'on performe pour l'algorithme s'efface. On devient le produit. Absolument. Le moi n'est plus qu'un produit perpétuellement optimisé pour s'assurer une visibilité. Et Bester pousse cette logique de la transparence et de l'annihilation de l'individu jusqu'à son point de non-retour, à la toute fin du roman. Le châtiment final imposé à un criminel comme Ban Reich, c'est ce que la Guilde appelle la masque-taxis majeure. La procédure de catexis massive. C'est ça. L'esper suprême, Lincoln Powell, prend en charge le coupable et entreprend de disloquer purement et simplement son rapport à la réalité extérieure. Powell orchestre une hypnose colossale où il enferme Reich dans un univers solipsiste. Un état de solipsisme, pour préciser, c'est l'illusion totale de croire que rien d'autre n'existe en dehors de sa propre conscience. L'isolement absolu. Oui. Powell ampute progressivement Reich de tous ses sens et de tous les stimuli du monde extérieur. Il supprime la vision des étoiles, le bruit du vent, la présence de l'humanité entière, jusqu'à ce que Reich soit convaincu d'être seul au milieu du néant. Ça donne des frissons. Il devient l'unique centre pathétique d'un univers entièrement illusoire, totalement isolé et dément. C'est l'étymologie même du titre « L'homme démoli », la réduction de l'individu à l'état de ruine psychologique. Mais alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond quand on ramène cette horreur à notre propre contexte temporel? C'est là toute la question. La faille béante entre la fiction de 1953 et la réalité post-2025 crève les yeux selon les documents. Dans le roman, la démolition mentale par isolement perceptif, c'est une sentence punitive extrême
acté par un tribunal pour châtier un homicide. Alors qu'aujourd'hui, Aujourd'hui, on parle de millions d'individus qui amorcent ce processus de fragmentation et d'isolement de manière totalement volontaire, sous couvert d'expériences personnalisées ou d'innovations technologiques, d'hyperconnexion. cela soulève une question cruciale sur la vraie nature de la menace algorithmique. La grande prescience de l'auteur n'était pas d'imaginer des machines de guerre physique ou des dictatures imposant des supplices par la force d'un État policier, Comme dans 1984, par exemple. comme l'appréhendait une bonne partie de la science-fiction classique, oui. Le péril absolu mis en évidence par les textes, c'est l'émergence d'une infrastructure qui organise un environnement tellement addictif qu'il persuade l'esprit humain de procéder à son propre démantèlement. C'est fou. Il s'agit d'échanger sa capacité d'attention prolongée, son jugement critique et sa complexité émotionnelle contre de brèves décharges de dopamine neurochimique et la maigre validation d'un score virtuel permanent. En rassemblant les fils de cette plongée dans les textes, la cartographie de cette prophétie littéraire est évidente. On y retrouve l'architecture claire d'un système fondé sur des scores de valeurs invisibles, où la dictature de l'engagement qualitatif remplace la puissance coercitive des télépathes d'élite. Ensuite, l'usage clinique de boucles sensorielles, nos clips frénétiques de 8 secondes, qui épuisent l'onde bêta, reproduisant très exactement les effets paralysants du jingle mental défensif du roman. Tout à fait. Et, pour couronner le tout, la soumission totale de notre sphère intime face au panoptique contemporain. La grille de lecture offerte par ces archives est vraiment un outil d'une puissance redoutable pour quiconque observe l'évolution de la société de l'information. C'est indispensable aujourd'hui. Saisir la matérialité de cette économie, comprendre que l'évaluation quantitative de la psyché humaine est le fondement économique d'une industrie mondiale florissante, eh bien ça permet d'envisager différemment ses propres habitudes numériques. Sans forcément se culpabiliser. Exactement. Il ne s'agit pas d'adopter une posture de culpabilité face à un écran, mais plutôt de développer une pleine conscience des ingénieries subtiles qui sont conçues pour saturer les ondes cognitives de chacun. Et pour clore cette analyse détaillée d'une prédiction littéraire incroyablement juste face aux métriques modernes, il reste une dernière interrogation à formuler, découlant directement de l'ultime chapitre de l'œuvre. Laquelle ? Dans l'esprit d'Alfred Bester, on l'a vu, l'atrocité absolue de la Mascatexis Mesure, elle résidait dans le fait d'emmurer un être humain dans une fantaisie de la taille exacte de son propre crâne, le déconnecter de l'altérité et le convaincre que l'univers entier tournait exclusivement autour de ses propres croyances. Au vu de la manière dont les plateformes actuelles génèrent des espaces de contenu strictement personnalisés, qui sont calibrés minute après minute pour répercuter uniquement les biais, les préférences et les certitudes de l'utilisateur qui scrolle, Oui. il est légitime de se demander si on n'a pas fini insidieusement par automatiser notre propre démolition. Une question qui donne vraiment à réfléchir. Merci de nous avoir accompagnés lors de cette exploration détaillée des sources. Comme toujours, la mission était d'éclairer les parallèles entre les visions des penseurs passés et les réalités techniques présentes, en laissant à chacun le soin d'en tirer ses propres conclusions. À la prochaine!